Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Les éditions Max Milo présentent Gbagbo, un homme, un destin de Bernard Oudin. En 2000, à la surprise générale, l'opposant Laurent Gbagbo gagne les élections en Côte d'Ivoire, vitrine de la France-Afrique depuis l'époque d'Houphouët-Boigny. Cette victoire historique et démocratique ne va pas être acceptée par l'ex-puissance coloniale. Au prix d'une intervention militaire, le 11 avril 2011, Nicolas Sarkozy va installer au pouvoir Alassane Ouattara et orchestrer, avec Luis Moreno Ocampo, le procureur de la Cour pénale internationale, CPI, le transfert de Laurent Gbagbo à La Haye. Après 7 ans de détention et 3 ans de procès, au cours duquel sont apparues au grand jour les manipulations et errances de la justice internationale, l'heure de la vérité a sonné. S'appuyant sur des documents confidentiels, en particulier entre les autorités françaises et la CPI, l'auteur franco-ivoirien retrace la vraie histoire de ce combat sans merci pour la souveraineté de la Côte d'Ivoire. Diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris, Bernard Oudin a grandi et travaillé de nombreuses années en Côte d'Ivoire. Conseiller spécial du président Gbagbo depuis 2007, il demeure aujourd'hui l'un de ses proches collaborateurs. Des notes sont disponibles sur les éditions e-book et brochets du livre. Préambule. Le 28 février 2013, au terme de la phase initiale de la procédure engagée contre Laurent Gbagbo à la Cour pénale internationale, CPI, intitulée « Audience préliminaire » et destinée à confirmer ou non les charges retenues contre l'accusé, Laurent Gbagbo s'est adressé à la Cour en ces termes. Je suis chef de l'État, président de la République, ma femme est députée. Je ne gouverne pas avec ma famille. Peut-être que cela se fait comme ça ailleurs en Afrique, mais pas en Côte d'Ivoire au temps de Gbagbo. Toute ma vie, et cela se sait non seulement en Côte d'Ivoire, mais dans toute l'Afrique et dans toute la France politique, j'ai lutté pour la démocratie. J'ai lutté pour la démocratie, et c'était au moment où nous ne savions pas que le mur de Berlin allait s'écrouler. On luttait avec courage, mais on était convaincus que nous-mêmes, nous n'allions pas voir la démocratie triompher. Mais le mur s'est écroulé, et nous a aidés à gagner la victoire du multipartisme et de la démocratie. Madame la procureure a dit une phrase qui m'a un peu choqué, en disant que nous ne sommes pas là pour voir qui a gagné les élections et qui ne les a pas gagnées. Mais on ne peut pas débattre de la crise post-électorale et ne pas savoir comment les élections se sont passées. Qui a gagné les élections? Parce que c'est celui qui ne les a pas gagnées, qui a semé les troubles. Je crois que c'est ça la logique. La question est là. Qui a gagné les élections? J'ai demandé que l'on recompte, ce n'était pas une phrase en l'air. On nous a attaqués en 2002. Je n'ai jamais cru que la Côte d'Ivoire allait s'en sortir par la guerre. J'ai toujours cru à la discussion. Nous avons tout fait pour que la discussion avance. C'est à Pretoria que j'ai demandé à Thabo Mbeki de m'aider à trouver une solution légale pour qu'Alassane Ouattara puisse être candidat, parce que cela empoisonnait la situation. Nos États sont fragiles, et chaque fois qu'un chef d'État occidental me disait « Faites la démocratie », je lui disais que nous avions besoin de la démocratie pas parce que vous le dites, mais parce que nous-mêmes, nous en avons effectivement besoin pour construire nos États. La démocratie, c'est le respect des textes, à commencer par la plus grande des normes en droit, qui est la Constitution. Qui ne respecte pas la Constitution n'est pas démocrate. C'est parce que j'ai respecté la Constitution que l'on veut me mener ici. Le salut pour les États en Afrique, c'est le respect des constitutions que nous nous donnons et des lois qui en découlent. Et pourtant, le 12 avril 2011, à l'Assemblée nationale française, François Fillon, Premier ministre en exercice, avait déclaré qu'il était fier que l'armée française ait participé au rétablissement de la démocratie en Côte d'Ivoire. La veille, le 11 avril, Laurent Gbagbo avait été remis à Alassane Ouattara après sa capture violente par les forces françaises. À peine arrivé à l'hôtel du Golfe, siège des forces pro-Ouattara, Laurent Gbagbo, au-delà des scènes d'humiliation et de violence qui déshonorent à jamais ceux qui les ont commises ou laissé commettre,
symbolisée par les maltraitances intolérables, au regard du respect des droits humains, subies par Simone Gbagbo, le gouverneur de la BCEAO, Henri Dacoury-Tablay, et le regretté Jean-Jacques Béchiot, entre autres, et qui n'ont que peu ou pas du tout ému la conscience universelle, restera étonnamment lucide dans ce contexte de sauvagerie et prononcera ces mots, au milieu des rebelles, dans la chambre de l'hôtel où il a été conduit. Elle sonne comme prémonitoire aujourd'hui. La crise militaire est terminée. Il reste à régler la partie civile de la crise pour que le pays reprenne. Ces déclarations symbolisent la problématique historique des relations que la France, puissance coloniale, a voulu imposer, depuis les indépendances de 1960, aux pays qui composaient son pré-carré africain, l'Afrique occidentale française, AOF, et l'Afrique équatoriale française, AEF. Dans ce vaste ensemble, la Côte d'Ivoire faisait figure de vitrine, sous la houlette de son premier président Félix Houphouët-Boigny, qui conjuguait tous les critères nécessaires et suffisants au maintien du statu quo au profit de l'ex-colonisateur. D'un côté, la volonté de maintenir, coûte que coûte, le rapport de force initial, au prix éventuel de l'usage de la force, de l'autre, l'espoir légitime de rechercher l'intérêt général de son pays et d'assurer sa souveraineté, et que Laurent Gbagbo a décrit ainsi « En ce qui me concerne, je continue de refuser la position de la monture dans laquelle on veut absolument maintenir le peuple africain. » En effet, je reste persuadé que dans le rapport dialectique du cavalier et de la monture, quelle que soit la qualité et la quantité du foin que le cavalier donne à la monture, la position de celui-là, le cavalier, reste largement confortable par rapport à la position de celle-ci, la monture. Dans un monde de compétition, il est illusoire de penser qu'un peuple peut assurer le bonheur parfait d'un autre peuple. L'histoire ne donne aucun exemple de ce type. Adresse à la nation depuis la prison de Korogo, pour le 51e anniversaire de l'indépendance, le 7 août 2012. C'est cette histoire qu'il faut raconter car, comme le dit le proverbe africain, tant que les lions n'auront pas leurs propres historiens, les histoires de chasse ne peuvent que chanter la gloire du chasseur. Le 5 décembre 2013, disparaissait Nelson Mandela. Dans une tribune, je lui avais rendu hommage en m'interrogeant pour savoir comment un seul homme avait pu, dans un environnement de violence indicible, faire prévaloir le droit et la justice, animé par une conviction sans faille, une humanité confondante et un esprit d'ouverture hors du commun. Cela pouvait relever des mystères qui, faute d'explications rationnelles, sont définis comme des miracles. Mais à lire et écouter Mandela, le mystère se dissipe et le miracle s'efface devant la volonté, ainsi qu'il l'exprime dans une lettre écrite depuis sa prison de Robben Island, à sa fille Zinzi. Il est peu de revers en ce monde qu'il n'est pas possible de transformer en triomphe personnel si l'on a une volonté de faire et le talent nécessaire. L'exemple de la Côte d'Ivoire actuelle concentre la quintessence du système de l'ordre établi, en l'occurrence celui de l'ex-puissance coloniale, soucieuse de préserver son pré-carré, qui a été vulgarisé par l'expression « France-Afrique », déstabilisation d'un régime élu par des bandes armées, imposition d'un dialogue avec ces bandes en faisant fi des structures constitutionnelles, mise en place d'un pouvoir choisi, sous couvert d'un processus électoral biaisé, utilisation de forces armées pour arriver au but défini. Cette méthodologie sans faiblesse a fonctionné à maintes reprises en Afrique depuis les indépendances. Mais cette fois-ci, après une victoire apparente en avril 2011, elle s'est grippée, sous l'impulsion d'un homme, Laurent Gbagbo, qui, comme Mandela a abattu le mur d'infamie de l'apartheid, veut rendre à ses concitoyens le droit de choisir librement leur destin dans le respect des uns et des autres, ce qu'il résumait dans son livre Côte d'Ivoire pour une alternative démocratique, Paris, L'Harmattan, 1983. La démocratie, c'est aussi un acte d'humilité. C'est la prise en compte de la relativité des intelligences individuelles et des doctrines. C'est le respect accordé à ses concitoyens. Être démocrate, c'est reconnaître qu'on n'a ni le monopole de la vérité, ni le monopole de la sagesse, ni le monopole de l'amour de son pays. La crise militaire, dont on peut estimer que le fait déclencheur s'est produit avec le coup d'État du 24 décembre 1999 qui a renversé, pour la première fois, l'ordre établi en Côte d'Ivoire,
s'est donc conclu le 11 avril 2011. Dans le fracas des missiles Hawk sur la résidence présidentielle d'Abidjan, les hélicoptères d'attaque français rejouant, sans coup férir ni grand danger qui puisse rendre la victoire héroïque, une version tropicale d'un improbable apocalypse now. La France-Afrique avait une nouvelle fois fait parler sa puissance et comme l'a fanfaronné à l'époque, sans vergogne, Nicolas Sarkozy. On a sorti Laurent Gbagbo, on a installé Alassane Ouattara sans polémique, sans rien. Plus de 7 ans plus tard, comme l'avait prophétisé Laurent Gbagbo, le pays n'a pas repris, car la partie civile de la crise n'a pas été réglée. Ce livre n'est pas partisan, au sens qu'il témoignerait d'une opinion préconçue. S'il doit l'être, c'est par son attachement à dire la vérité. Citoyen franco-ivoirien, j'ai été, et je suis toujours, le témoin privilégié de cette séquence de l'histoire du pays que j'ai vécue de façon extraordinaire, au sens étymologique du terme. Mon engagement a d'abord été motivé par un profond sentiment de gâchis au regard de l'action de la France. Les circonstances et les hasards de l'histoire m'ont fait croiser ou côtoyer les principaux acteurs de cette tragédie, bien avant ma nomination en 2007 au poste de conseiller spécial du président Gbagbo. J'ai ainsi vécu de l'intérieur tous les événements qui ont conduit la Côte d'Ivoire là où elle est aujourd'hui, en particulier dans les pas du président Gbagbo, tant à Abidjan qu'au cours de mes nombreuses visites au centre de détention de Scheveningen ou à la Cour pénale internationale, CPI, dans la salle d'audience du tribunal. Le 5 décembre 2011, lors de la première audience dite d'identification, devant la CPI, où il venait d'être transféré dans la plus totale illégalité, Laurent Gbagbo avait déclaré « Nous irons jusqu'au bout. Ce temps est arrivé, et nous allons ici porter témoignage de ce long et douloureux chemin imposé à la Côte d'Ivoire pour enfin jouir de sa souveraineté légitime. » Lors de ma première visite au centre pénitentiaire de la CPI à Scheveningen le 20 décembre 2011, le président Gbagbo m'a fait cette remarque. Quand cette crise sera résolue, la Côte d'Ivoire sera tranquille pour les 50 ans à venir. Manifestement, le président ne s'arrête pas à une vision égocentrique du futur de son pays. Pendant l'été 2018, au cours de nos échanges lors d'une autre visite, il me déclare « Je suis en prison depuis plus de 7 ans. Je regarde souvent les informations à la télévision. Ce qui me fait plaisir, c'est de voir nos idées progresser en Afrique. C'est notre victoire. » Je lui demande alors s'il pense, entre autres, au récent discours du président ghanéen, Nana Akufo-Addo, qui avait, à plusieurs reprises ces derniers mois, en particulier en recevant le président français Emmanuel Macron, déclaré que le temps était venu pour que les Africains se prennent en charge. Il me répond « Oui. » En plus, ce que tu ne sais pas, c'est que ce Nana Akufo-Addo était ministre des Affaires étrangères du président ghanéen John Kufuor pendant la crise, au début des années 2000. Il venait à Abidjan pour des réunions de travail avec les autres membres du panel qui étaient censés nous trouver une sortie de crise, et il était l'un des plus sévères avec nous. Et aujourd'hui, il parle comme nous. C'est ça notre victoire, que les autres s'approprient nos idées. Première partie, le cavalier et la monture. Chapitre 1, le contexte historique. La Côte d'Ivoire est un pays jeune qui a accédé à l'indépendance le 7 août 1960, dans la vague de décolonisation qui a touché tous les territoires français d'Afrique cette année-là. Son premier président, Félix Houphouët-Boigny, va incarner pendant 33 ans de présence au pouvoir le lien dominateur que l'ancienne puissance coloniale va maintenir sur ces nouveaux pays. Le président ivoirien a été, en effet, plusieurs fois ministre en France, sous la 4e République et la 5e République, et sera également, sous la conduite de Michel Debré, l'un des rédacteurs de la Constitution de la 5e République. On lui attribue aussi la paternité du terme France-Afrique, qui va baliser la politique française en Afrique jusqu'à aujourd'hui, malgré de nombreuses et sans lendemain promesses de démantèlement du système par la France. Une anecdote étonnante, survenue lors de l'élection des députés indigènes à la nouvelle Assemblée constituante française en 1945,
va montrer que la problématique de l'ingérence française dans la vie politique de ses anciennes possessions d'Afrique n'est que le prolongement des méthodes qu'elle utilisait pour gérer ses territoires à l'époque coloniale. Dans son journal d'un colonialiste Paris Seuil, 1986, Raymond Gautreau, qui fut un jeune administrateur de la France d'outre-mer, commente ainsi le résultat de l'élection en Côte d'Ivoire, qui a vu la victoire d'Houphouët, en ironisant sur les directives du gouverneur. Au lieu de nous recommander des manœuvres et des manipulations à la mode corse, il lui suffisait des apostrophes. Étudier un peu plus sérieusement son très simple découpage et de faire gonfler les listes électorales dans le Nord, où tout le monde vote comme un seul homme pour le candidat chef. Vu la nomenclature farfelue des catégories d'électeurs, c'était un jeu d'enfant. Et il ajoute cette remarque qui, à la lumière de l'histoire actuelle de la Côte d'Ivoire, prend un relief saisissant. Rendons-lui grâce toutefois de sa naïveté. Nous aurions bonne mine, nous en Basse-Côte, avec un député Mossi que personne ne voudrait voir, et Houphouët, de l'autre côté du pont, transformé en martyr. Je ne donnerai pas cher de l'ordre public. Éclair de lucidité, qui va faire défaut en 2010. Ainsi, la puissance coloniale a toujours su s'arranger avec les règles. L'attitude de la France après l'indépendance accordée en 1960 ne modifiera pas son interventionnisme qui va culminer, en Côte d'Ivoire, avec l'élection présidentielle de 2010, au cours de laquelle elle va montrer qu'elle a largement conservé sa capacité à préserver ses intérêts. Le cavalier ne veut pas lâcher les rênes. Le président Houphouët-Boigny avait l'habitude de dire qu'il préférait l'injustice au désordre, car il estimait que l'injustice pouvait être réparée, alors que le désordre, on savait quand il commençait, jamais quand il finissait. Il en fera sa très personnelle méthode de gouvernance. Il était également persuadé qu'il ne fallait pas laisser le pays s'émanciper sans contrôle, considérant qu'un pays jeune devait d'abord apprendre à exister, avant de s'offrir le luxe de la pluralité en vigueur dans les vieilles démocraties occidentales où il avait été formé. Entre 1945 et 1960, il passera du statut d'opposant communiste aux yeux de l'administration coloniale, à celui de président d'une Côte d'Ivoire indépendante soit, mais totalement inféodée à l'ancienne mère patrie. C'est sans doute cette peur du désordre qui guide Félix Houphouët-Boigny, quand, au début des années 1990, acculé par une situation économique préoccupante, il doit composer avec les instances internationales qui veillent à maintenir un certain ordre mondial. Sous la pression de ces institutions, Banque mondiale (BM) et Fonds monétaire international (FMI), il lui faut donner des gages de bonne conduite économique. En avril 1990, il crée un comité interministériel de coordination du programme de stabilisation et de relance économique, à la tête duquel il place un certain Alassane Dramane Ouattara, jusque-là pratiquement inconnu en Côte d'Ivoire, et gouverneur en titre de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO. Dès sa nomination, Alassane Ouattara provoque méfiance et interrogation essentiellement autour de sa nationalité. C'est ce débat sur sa véritable origine qui va déstabiliser, jusqu'à aujourd'hui, la vie politique ivoirienne. Le 7 novembre 1990, le comité est dissous et Alassane Ouattara nommé au poste de Premier ministre et chef du gouvernement, créé pour l'occasion. La veille, le 6 novembre, l'article 11 de la Constitution a été modifié pour faire du président de l'Assemblée nationale le successeur désigné, en cas de vacance du pouvoir, jusqu'au terme du mandat en cours, et non plus seulement jusqu'aux élections organisées dans les 45 à 60 jours, comme le prévoyait le texte précédent. Henri Konan Bédié, le président de l'Assemblée, voit ainsi son poste de dauphin constitutionnel confirmé. Un peu plus tôt, le 28 octobre 1990, Houphouët-Boigny s'est fait réélire pour la 7e fois à la présidence de la République. Cette élection marque un grand tournant dans l'histoire politique du pays car, pour la première fois, un candidat s'est présenté contre le vieux, scénario qui paraissait, jusqu'alors, inimaginable, tant la personnalité du président écrasait la vie politique nationale. Celui qui a ainsi osé le défier est un jeune professeur d'histoire qui, au terme d'une longue lutte,
vient d'acquérir une stature de chef de l'opposition, un certain Laurent Gbagbo. Pour beaucoup de responsables politiques ivoiriens de l'époque, il est inconcevable que quelqu'un se dresse contre le président. Les principaux hommes politiques se succèdent auprès de Gbagbo pour tenter de le dissuader de commettre ce qu'ils considèrent comme un sacrilège. En vain. Une ultime tentative sera orchestrée par l'exécutif français. Le candidat Laurent Gbagbo est en rendez-vous avec son avocat quand ils reçoivent un appel de l'Élysée. C'est Paulette Decrane, une fidèle collaboratrice du président Mitterrand. Elle entame un dialogue avec l'avocat. Monsieur Gbagbo maintient-il son intention d'être candidat? L'avocat, instruit par Gbagbo, répond par un oui catégorique. Après un blanc dans la conversation, moment pendant lequel Madame Decrane reçoit les dernières instructions du président Mitterrand qui, au dire de l'avocat, doit se trouver à ses côtés, elle conclut « Dites à Monsieur Gbagbo qu'il fera 18% et qu'il aura 9 députés, aux législatives qui suivront la présidentielle NDA. » Le sort de l'élection est ainsi scellé, car le pronostic se révélera exact. Pure leçon de France-Afrique appliquée. Fin 1990, tous les protagonistes appelés à jouer un rôle dans la succession du premier président de Côte d'Ivoire sont en place. Henri Konan Bédié, qu'une révision constitutionnelle opportune a propulsé, du haut de son perchoir, à l'Assemblée nationale à la position de dauphin, Alassane Ouattara installé à la primature, et Laurent Gbagbo qui, au prix de l'exil, d'arrestation et d'années de prison, a tracé son chemin pour proposer une alternative démocratique en Côte d'Ivoire. Cela a engendré des années de crise sur fond de coups d'État et de rébellion qui se prolongent jusqu'à aujourd'hui et sont, au-delà d'une simple bataille de succession, le reflet du combat entre le cavalier et la monture. Le fruit du hasard. Né à Paris en 1949, au cœur des années du baby-boom de l'après-guerre, mon destin naturel aurait été de grandir dans ce Paris en reconstruction, entre un père ingénieur et une mère docteur en médecine déjà installée. Un événement familial inattendu va tout bouleverser. Mon père, très jeune, est propulsé en Afrique par sa société en quête de nouveaux marchés dans ces immenses territoires où tout est à construire. Il pose ses bagages à Abidjan. Quelques mois plus tard, sa famille le rejoint. C'est ainsi que je suis arrivé en Côte d'Ivoire, le 29 juillet 1950, jour de mon premier anniversaire. Pendant que la navette du Brazza, le paquebot de la Compagnie des Chargeurs Réunis, débarquait ma mère, qui devait sûrement me serrer très fort dans ses bras, au wharf de Port-Bouët, des artificiers faisaient sauter, à quelques encablures de là, le bouchon séparant encore la lagune ébriée de l'océan Atlantique, et ouvrait ainsi le canal de Vridi qui allait permettre à Abidjan de devenir un des plus grands ports d'Afrique. C'est ainsi que mon aventure ivoirienne a débuté. Élève à l'école primaire de la régie Abidjan-Niger, RAN, à Abidjan dans les années 1950, j'ai appris l'histoire de l'Afrique occidentale française, AOF, à l'époque coloniale. Voici comment le manuel Histoire de l'Afrique occidentale française, cours moyen et supérieur, de H. Jaunet et Gibari, Paris, Nathan, 1946, présentait la Côte d'Ivoire avant l'arrivée des Français. La Côte d'Ivoire au XVe siècle se nommait Côte des Dents, parce qu'on y faisait le commerce des défenses d'éléphants. Cette côte était difficilement accessible, et l'est encore aujourd'hui, à cause de la barre. D'autre part, les habitants avaient une mauvaise réputation. On les disait fort sauvages et anthropophages. Les navigateurs les désignaient sous le nom de mal-gens ou de mauvaises gens, tandis que les indigènes de la côte ouest étaient qualifiés de bonnes gens, parce qu'ils étaient plus hospitaliers. Il faut reconnaître que la réputation des peuples de Côte d'Ivoire était parfois justifiée. En général, les habitants de la forêt sont restés primitifs et n'ont pas su organiser de petits États ou de puissants empires comme les peuples du Soudan, par exemple. Ils ont été longtemps farouchement indépendants. Ma classe comprenait autant de petits Français que d'enfants issus de tous les territoires de l'AOF, et majoritairement bien sûr, de la Côte d'Ivoire. Je mesure, avec le recul,
le traumatisme qu'une telle description de leurs ancêtres pouvait causer aux enfants originaires de cette côte décrite comme si inhospitalière. Mais dans cette présentation pour le moins maladroite, les futurs Ivoiriens étaient reconnus farouchement indépendants. Devenue colonie par un décret du président Sadi Carnot signé le 10 mars 1893, la Côte d'Ivoire accède le 7 août 1960 à l'indépendance. Son premier président, Félix Houphouët-Boigny, disparaît le 7 décembre 1993, l'année même du centenaire de la création de la colonie. Son règne sans partage, à l'ombre de la puissance tutélaire française, a longtemps masqué la problématique de sa succession. Quand j'ai quitté une première fois le pays pour finir mes études secondaires en France, je n'imaginais pas que l'histoire me donnerait rendez-vous bien plus tard pour témoigner, modestement, mais résolument, de la vérité des années de braise qu'a traversé la Côte d'Ivoire, dans le tourbillon de la succession d'Houphouët-Boigny. L'ombre tutélaire de la France. Engagée bien avant son décès, cette succession a engendré des batailles sans merci, auxquelles l'ex-colonisateur a systématiquement participé, de près ou de loin, pour tenter de préserver au mieux ses intérêts historiques. Elles ont entraîné tout un peuple dans une spirale, dont seule une véritable démarche de réconciliation nationale pourra arrêter le cours mortifère. Un des épisodes charnières, qui a rythmé le dernier quart du XXe siècle dans le pays est la chute brutale du successeur désigné de Félix Houphouët-Boigny, Henri Konan Bédié, renversé par un putsch militaire qu'il a bien été le seul à ne pas voir poindre. Il faut dire que Konan Bédié a traversé l'histoire de la Côte d'Ivoire avec une suffisance qui sera la cause principale de sa perte. Déjà, en 1995, à quelques mois de son élection, alors qu'il termine, selon la loi, le mandat du président défunt, le journal gouvernemental Fraternité Matin titre « Après la victoire de Jacques Chirac à l'élection présidentielle française, Jospin a perdu. Le prochain président ivoirien s'appelle Henri Konan Bédié. » Sous le pseudonyme d'Olivier Gouaye Konan, Alphonse Woho-Saï, futur ministre de Gbagbo, expliquera dans Notre Voix des 9 et 10 mai 1995 que le raccourci de Fraternité Matin signifie que le régime lui-même sait que Bédié tient sa légitimité non des Ivoiriens, mais de la France. Or, la preuve est faite par mille et une crises en Afrique et ailleurs qu'il n'est pas toujours dans l'intérêt de la France de soutenir un régime décrié à l'intérieur. Et pour une fois, mais une fois n'est pas coutume, disons que pour la France aussi, la Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire. Henri Konan Bédié, l'héritier. Le parcours historique d'Henri Konan Bédié est sans doute le plus singulier de tous ceux des hommes et des femmes qui ont gravité autour d'Houphouët-Boigny. Quelles que soient les circonstances et les aléas de la situation politique pendant la présence du vieux au pouvoir, Bédié semble échapper chaque fois au sort des autres dignitaires du régime, tous mis à l'index à un moment ou à un autre. Je rencontre Henri Konan Bédié, ministre de l'économie et des finances, alors que j'effectue mon service national au titre de la coopération à Abidjan, entre 1975 et 1977, à la Caisse autonome d'amortissement, CAA, l'organisme financier dépendant de son ministère. Quelques mois après mon départ, il est chassé de son poste parce que Laurent Dona-Fologo, un des cadres historiques du PDCI fondé par le président Houphouët-Boigny, a appelé « le vent du 20 juillet », et qui désigne un immense nettoyage organisé par le président pour mettre fin à un système de corruption et de prévarication qui gangrène tout l'appareil d'État. Ayant observé, avec de nombreux collègues coopérants français, les agissements du ministre à l'époque, je suis le dernier à en être étonné. C'est ce même Henri Konan Bédié qu'Houphouët-Boigny porte à la tête de l'Assemblée nationale en 1980 pour en faire, plus tard, son dauphin constitutionnel. Au moment où on l'a vu, sous la pression internationale, il nommera un Premier ministre pour redresser l'économie nationale mise à mal par des années de gabegie et les soubresauts des cours des matières premières dans le pays, numéro 1 mondial pour la production du cacao, dépend terriblement. Ce retour en grâce est cependant précédé d'une sanction légère, l'éloignement d'Henri Konan Bédié aux États-Unis, par sa nomination à la Société financière internationale, SFI, alors que son collègue, le ministre du Plan,
Mohamed Diawara, est condamné à de la prison ferme dans cette affaire de malversation. Lorsqu'il le confie à Robert McNamara, le président de la Banque mondiale, Houphouët-Boigny, évoquant le train qui a emporté un certain nombre de hauts cadres le 20 juillet 1977. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.